Quand nous imaginons un navire géant du XVe siècle naviguant en haute mer, nous pensons généralement à ses voiles gonflées par le vent, à son énorme coque en bois ou aux marins courant sur le pont. Mais peu s'arrêtent pour penser à l'une des pièces les plus cruciales, le gouvernail. Bien qu'à première vue, il semble être un simple morceau de bois à l'arrière, il s'agissait en réalité d'un système vital et complexe. Le gouvernail était l'instrument qui permettait au navire de changer de direction, de s'adapter au vent, d'éviter les récifs et de maintenir le cap pendant les tempêtes. Sur les embarcations de l'ère des colonisations, dont beaucoup pesaient plus de 1000 tonnes, contrôler le gouvernail n'était pas une tâche simple. Cela exigeait de la force physique, des connaissances nautiques et une grande coordination. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui avec la navigation moderne, où un ordinateur ou un système hydraulique fait tout le travail. À cette époque, tout dépendait de la dextérité humaine et de l'ingéniosité mécanique du navire. Le gouvernail fonctionnait au moyen d'un safran en bois immergé qui pivotait sur un axe vertical. En le déplaçant, on changeait la direction du flux de l'eau et par conséquent la direction du navire. Mais plus le navire était grand, plus il était difficile de faire tourner ce safran. C'est pourquoi les gouvernails étaient connectés à des systèmes de poulies, de grosses cordes et une roue de gouvernail. Une sorte de grand volant qui ne faisait pas tourner un engrenage, mais tirait sur des cordes enroulées autour de tambours, transmettant le mouvement jusqu'à la poupe. Souvent, un seul homme ne suffisait pas pour manœuvrer le gouvernail. Pendant les tempêtes ou les manœuvres serrées, il était courant que 2 ou 3 marins travaillent ensemble pour tourner la roue, appliquant une force constante tandis que le navire résistait. La précision était vitale. Une petite erreur pouvait envoyer le navire droit sur les rochers ou lui faire perdre complètement son cap. Fait curieux, le timonier, la personne qui contrôlait la direction, n'avait pas toujours une bonne visibilité de la mer. Sur de nombreux navires, le mécanisme du gouvernail se trouvait sur le pont inférieur, tandis que le capitaine ou l'officier de navigation observait depuis les hauteurs du gaillard d'arrière. Pour se coordonner, ils utilisaient des cris, des signaux ou même des cloches. Le timonier devait obéir sans voir, se fiant à son expérience et aux ordres reçus. Ce n'était pas simplement une question de tourner une roue. Il fallait sentir le mouvement de la coque, comprendre le comportement du vent et calculer l'angle exact dont le navire avait besoin. C'était un art appris au fil des ans, où le corps et l'instinct travaillaient ensemble. De nombreux marins disaient que le gouvernail parlait à travers les vibrations du bois. Savoir l'écouter était ce qui différenciait un novice d'un véritable maître de la mer. La conception du gouvernail à l'ère des colonisations n'était pas universelle. Chaque type de navire, que ce soit une nef portugaise, un galion espagnol ou une caravelle, pouvait présenter des variations dans la forme et la taille du gouvernail, ainsi que dans son mécanisme de contrôle. Cependant, tous partageaient le même principe: faire en sorte qu'une structure en bois de plusieurs mètres, immergée et soumise à l'énorme pression de l'eau, puisse se mouvoir avec précision et résistance. Le matériau le plus courant pour sa construction était le bois dur, comme le chêne, qui résistait à l'eau salée et à la pression constante. Pour réduire l'usure, les charpentiers de marine appliquaient des couches de goudron, de graisse animale et d'autres composés qui imperméabilisaient et protégeaient le gouvernail. Dans de nombreux cas, ils renforçaient également les bords avec des plaques métalliques. Ce travail minutieux prolongeait non seulement la durée de vie du gouvernail, mais garantissait aussi son efficacité lors des longues traversées de l'Atlantique ou du Pacifique. L'une des avancées les plus ingénieuses fut l'introduction progressive de la roue de gouvernail, qui commença à se populariser au fil des siècles. Bien que sur les navires plus anciens, on utilisait des barres franches, des bras de bois connectés directement au safran. La roue permettait une plus grande précision avec moins d'efforts.
surtout lorsque le navire était en mouvement et que la résistance de l'eau rendait la rotation difficile. Cette roue n'était pas connectée directement au gouvernail, mais à un tambour avec des cordages enroulés, les drosses, qui, en tournant, tendaient ou détendaient les appareils connectés à la barre. C'était un système qui multipliait la force au moyen de poulies, sans besoin d'engrenages complexes. Une figure peu mentionnée, mais essentielle, était l'aide timonier, ou garde du gouvernail, chargé de surveiller tout le mécanisme pendant que le timonier l'opérait. Sa fonction n'était pas de tourner la roue, ni de donner des ordres, mais d'observer que tout fonctionnait correctement, de vérifier l'angle de la barre, l'état des cordages et la fluidité du mouvement. Lors de longs voyages, sa présence était essentielle pour détecter les défaillances en y attend. Si une corde se détachait, si le tambour se bloquait ou si la roue offrait trop de résistance, il devait alerter immédiatement l'officier. Cette surveillance constante démontre à quel point le système du gouvernail était délicat. Une œuvre d'ingénierie vivante qui dépendait autant de sa construction que de son entretien quotidien. Sur des navires qui parcouraient des milliers de kilomètres, une seule négligence pouvait être fatale. Bien que le gouvernail fût une pièce cruciale, son efficacité était également déterminée par des facteurs externes. La manœuvrabilité d'un navire dépendait de sa forme, du nombre et du type de voile, du tirant d'eau de la coque et des conditions du vent. Sur les grands navires, un virement de bord complet pouvait prendre des minutes et nécessiter un large espace. Les manœuvres étaient planifiées à l'avance et la coordination entre le timonier, le veilleur et la voilure était vitale. Il ne s'agissait pas d'une réaction rapide, mais d'une opération précise et parfois risquée. Un virage mal exécuté pouvait faire échouer le navire, briser un mât ou provoquer une collision. C'est pourquoi l'art de manœuvrer était si apprécié. Il exigeait de l'expérience, de la sérénité et des réflexes aiguisés. Pendant des siècles, le gouvernail fut plus qu'un outil technique. Ce fut un symbole de domination sur la mer. Il était associé au commandement, au contrôle, à la capacité de mener un navire à bon port. C'est pourquoi son entretien était sacré. On vérifiait les ferrures, on graissait les axes, on remplaçait les cordes. Sur certains navires, les nouveaux timoniers devaient démontrer leur expertise en haute mer sans aide, comme preuve qu'ils savaient lire la mer par le toucher. On disait que le bon timonier pouvait sentir la mer avec ses mains à travers le tremblement du bois. Cette connaissance ne s'apprenait pas dans les livres, mais en naviguant, en se trompant et en survivant. Elle faisait partie de l'âme marine. Aujourd'hui, avec des gouvernails électroniques et une navigation assistée par satellite, il est difficile d'imaginer la difficulté que représentait la manœuvre d'un navire en bois propulsé uniquement par le vent. Mais si ces navires ont réussi à traverser les océans, à tracer de nouvelles routes et à connecter les continents, c'est grâce au gouvernail et aux mains humaines qui le guidaient avec maîtrise. Sans cet art silencieux, l'histoire de la navigation aurait été très différente. Si ce voyage à travers les secrets du gouvernail vous a paru aussi fascinant qu'à nous lors de nos recherches, laissez-nous un commentaire nous disant quelle partie vous a le plus surpris. Saviez-vous déjà comment fonctionnaient ces mécanismes sur les navires coloniaux? Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes passionné par l'histoire racontée avec clarté et sans fioriture. Et n'oubliez pas de laisser votre j'aime pour que nous continuions à vous apporter plus de récits comme celui-ci.